Jared Kushner Jared Kushner et Steve Witkoff, qui n'occupent aucun poste officiel dans l'administration Trump, négocient à Oman, par l'intermédiaire du ministère omanais des Affaires étrangères, avec Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, situé un peu plus loin dans le couloir. Je crois que Kushner a serré la main d'Araghchi, ce qui constitue une sorte d'entorse au protocole. Mais ils échangent des notes par l'intermédiaire du ministère omanais des Affaires étrangères, alors qu'ils négocient sur le dossier nucléaire iranien, apparemment au sujet des missiles balistiques de l'Iran. Voici quelques photos de Kushner et Steve Witkoff avec le ministre omanais des Affaires étrangères, ce qui soulève de nombreuses questions. La raison principale pour laquelle tout cela se produit, c'est que Donald Trump a décidé de menacer l'Iran d'une guerre, sous l'influence d'Israël, de Netanyahou et de ses plus grands donateurs, Myriam Adelson et Ron Lauder, un nom cité à plusieurs reprises dans les dossiers Epstein comme associé d'Epstein. Lauder faisait partie du méga-groupe de millionnaires et de milliardaires de Netanyahou, qui soutenait sa carrière politique depuis les États-Unis, tout en promouvant un activisme institutionnel pro-israélien à travers l'Occident. Tout cela ne se produit que parce qu'Israël exige que les États-Unis attaquent l'Iran, qui ne représente aucune menace pour la sécurité nationale américaine. Cela se produit également parce que les États-Unis ont instrumentalisé des manifestations pour provoquer des émeutes aux côtés des services de renseignement israéliens et, je le suppose, britanniques, ce qui a fait des milliers de morts. 2 jours d'émeutes, du 8 au 9 janvier. Comme Wyatt Reed et moi l'avons détaillé dans un article publié sur The Grey Zone, le nombre de morts a été fabriqué et inventé par des sources proches du prince bouffon, Reza Pahlavi, qui a incité ces émeutes, appelant les Iraniens à tuer des fonctionnaires, à tuer des employés des médias publics et à prendre le contrôle des institutions. Trump a également appelé les Iraniens à prendre le contrôle des institutions. Ces sources monarchistes diffusent un faux bilan de 30 000 morts. Les médias américains ont commencé à le rapporter dans Time Magazine, puis The Guardian s'est mis à le relayer pour le légitimer par la voix de l'intelligentsia londonienne de gauche libérale. Puis, les ministres de l'Union européenne ont suivi en désignant le CGRI comme organisation terroriste, donnant ainsi un feu vert européen à une attaque américaine contre l'Iran au nom d'Israël. Cette décision est actuellement bloquée par des négociations à Oman. L'idée que l'Iran renoncerait à ses missiles balistiques. Attendez une minute. En fait, laissez-moi faire une remarque rapide à propos de ces manifestations. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor des États-Unis, pour la 2e fois, après avoir tenu des propos similaires à Davos, s'est attribué le mérite des manifestations qui ont dégénéré en émeutes très violentes et meurtrières en Iran par l'instrumentalisation des sanctions ou du terrorisme financier contre l'économie iranienne. Et c'est là son aveu le plus flagrant à ce jour. Le Trésor, et ce que nous avons fait, c'est créer une pénurie de dollars dans le pays. Lors d'un discours au Economic Club de New York en mars, j'ai exposé la stratégie. Elle a connu une issue rapide, et je dirais grandiose, en décembre, lorsqu'une des plus grandes banques d'Iran a fait faillite. Il y a eu une ruée sur la banque. La banque centrale a dû imprimer de la monnaie et la devise iranienne s'est effondrée. L'inflation a explosé. Regardez la femme qui hoche la tête derrière lui, juste ici. La monnaie s'est effondrée, l'inflation a explosé, et c'est pourquoi nous avons vu le peuple iranien descendre dans la rue. Nous continuerons à surveiller tous nos partenaires, tous les partenaires iraniens. La bonne nouvelle, monsieur le sénateur, c'est que nous l'avons constaté et que nous pouvons le voir avec nos amis du Trésor.
Donc, je veux dire, il admet encore une fois que les sanctions ont été conçues pour déstabiliser l'Iran et provoquer des émeutes. Et il s'attribue le mérite de ces émeutes. Ce n'étaient pas des manifestations pacifiques. C'était un pont entre la guerre de 12 jours et l'assaut à venir contre l'Iran. Et à bien des égards, les émeutes elles-mêmes ont constitué un acte de guerre plus dévastateur contre l'Iran que n'importe quelle attaque israélienne. Une attaque israélienne en juin 2025, parce qu'elle monte les Iraniens les uns contre les autres. Elles opposent les voisins entre eux par la guerre économique, par le désespoir. Et ce que beaucoup d'Iraniens me disent, c'est que cela a été bien plus destructeur psychologiquement, parce que cela vient de l'intérieur même de leur société. Cela me rappelle beaucoup ce qui s'est passé au Nicaragua en 2018, que le gouvernement nicaraguayen a vaincu. Mais ces négociations sont toujours en cours. But these negotiations are ongoing. Steve Witkoff, Steve Witkoff, dont la famille est très proche du mouvement sioniste. Steve Witkoff, qui a fait l'éloge de l'ancien directeur du Mossad lors d'une levée de fonds pour United Hatzalah, le pseudo-groupe de secours israélien qui a largement exagéré de nombreuses fausses informations du 7 octobre, se trouve là, avec Jared Kushner, le gendre du président, qui supervise le Board of Peace afin de transformer Gaza en une série de camps de concentration et de centres de données high-tech, contrôlés biométriquement. Jared Kushner était littéralement au lit avec Netanyahou, ou presque, lorsqu'il était enfant. Son père, Charles Kushner, un escroc gracié par Trump et aujourd'hui ambassadeur en France, avait l'habitude d'héberger Netanyahou lorsque celui-ci se rendait à New York en tant que chef de l'opposition. Jared devait céder son lit pour que Netanyahou puisse dormir dans sa chambre. Et je suppose que Jared dormirait sur le canapé ou ailleurs. Voilà à quel point Jared Kushner est proche d'Israël. Et ce sont ces deux personnages qui négocient au nom des États-Unis avec l'Iran. Que demande-t-on à l'Iran de faire? On lui demande d'abandonner une partie de ses missiles balistiques, en particulier ses missiles balistiques à longue portée, au moment même où il introduit un nouveau missile hypersonique capable d'atteindre des cibles en Israël en moins de 5 secondes. On lui demande de renoncer à sa dissuasion, tout comme Kadhafi a renoncé à la sienne, et s'est retrouvé avec des baïonnettes dans le dos, face à des escadrons de la mort soutenus par l'OTAN. Littéralement soutenus par l'OTAN. Le groupe islamique combattant libyen bénéficiait de la couverture aérienne de l'OTAN lorsqu'ils ont décapité les gardes de Kadhafi et l'ont sodomisé avec une baïonnette. Tel fut le prix payé par Kadhafi pour s'être normalisé et avoir abandonné sa dissuasion. Le gouvernement syrien a conclu un accord pour abandonner ses armes chimiques. Eh bien, il ne reste presque plus rien de la Syrie, et elle a été remplacée par un gouvernement d'Al-Qaïda rebaptisé. Quelle récompense l'Iran obtiendra-t-il s'il renonce à ses missiles balistiques, ou s'il cesse d'enrichir l'uranium et abandonne la possibilité de devenir une puissance nucléaire émergente? Il est assez clair que l'Iran serait détruit en tant que pays et balkanisé. Et ils ne peuvent pas le permettre. Ils ne le feront pas. Je m'attends donc à ce que ces négociations échouent, compte tenu du degré de compromission des négociateurs américains, des véritables forces qu'ils représentent, des exigences formulées par les États-Unis et de la position dans laquelle l'Iran a été placé. Après avoir vu ce qui s'est passé au Venezuela, il me semble assez évident que la seule langue que les États-Unis et Israël comprennent est celle de la force. Si vous n'utilisez pas la force, ils viendront, enlèveront votre chef d'État ou le tueront, puis prendront le contrôle de votre pays. Et si l'opération de Trump au Venezuela avait mal tourné, s'il y avait eu un incident du type Black Hawk Down, je ne pense pas que Donald Trump tenterait quoi que ce soit en Iran. Mais il était dans une sorte d'euphorie psychologique après une opération
où les forces spéciales étaient littéralement entrées à Caracas et avaient arrêté le chef d'État et son épouse, comme s'ils prenaient un Uber. L'Iran doit donc faire preuve de force ici et déployer une véritable puissance militaire. Le message qu'ils envoient, c'est que si les États-Unis attaquent ou tentent d'assassiner leurs dirigeants, il y aura une guerre régionale. Et toutes les cartes régionales de l'Iran, les forces de mobilisation populaire en Irak, les Ansar Allah yéménites, seront mises sur la table. Et l'Iran a mené des exercices navals dans le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement économique majeur. L'économie mondiale en souffrirait énormément, et tout cela serait dû au fait qu'Israël aurait décidé d'activer Trump pour mener cette guerre. Donald Trump, qui est mentionné dans l'un des dossiers Epstein récents les plus intéressants comme ayant été coopté par Israël, selon le dossier 1023 du FBI et une source humaine confidentielle. Et encore une fois, je pense savoir qui est cette source, mais je ne peux pas le confirmer car ils ne me répondent pas, aurait été coopté par des réseaux d'influence israéliens avec Jared Kushner jouant le rôle de principal intermédiaire de pouvoir pendant le premier mandat de Trump. Le rapport du CHS provient d'un informateur validé par le FBI, ce qui lui confère un seuil de crédibilité plus élevé. Il est écrit ici que Kushner est le véritable cerveau derrière l'organisation de Trump et sa présidence. Il y a aussi une section intéressante sur la manière dont le mouvement Chabad fait tout son possible pour récupérer la présidence Trump. Le Chabad est en quelque sorte le judaïsme sanctionné par l'État. Le jour de l'élection de Trump à la présidence, Ivanka Trump et Jared se trouvaient sur la tombe du rabbin Schneerson, le rabbin le plus influent du réseau Chabad. Jared n'a pas révélé sa participation dans le cadre en raison de ses liens avec l'État russe. Le CHS pensait que c'était là la véritable histoire de collusion avec la Russie. Kushner, ça continue. Mais oui, Jared Kushner est fortement impliqué avec le mouvement Lubavitch. Je pense que les Lubavitch ont aidé Ivanka à se convertir au judaïsme orthodoxe. Le mouvement Lubavitch est un culte nationaliste religieux, fascisant et axé sur les colons, qui croit que feu le rabbin Menachem Schneerson pourrait être le Messie. Et de nombreuses personnalités liées à Trump, ainsi que des secrétaires de niveau ministériel de son administration, sont des Lubavitch, l'un d'eux, en plus de Jared et Ivanka, est Howard Lutnick, le secrétaire au commerce. Les voici. Howard Lutnick, the Commerce Secretary. Here they are. They're paying tribute to Menachem Schneerson at his grave. Ils rendent hommage à Menachem Schneerson sur sa tombe. Lutnick y a emmené Trump. Au fait, qui était le voisin de Lutnick à New York? C'était Jeffrey Epstein. Et Epstein, avec son ami Les Wexner du Mega Group, a aidé Howard Lutnick à acheter cette maison de ville. Les fils de Lutnick sont impliqués dans toutes sortes d'affaires douteuses via Trump Incorporated. C'est une scène vraiment étrange. Donc, je pense que cette source humaine confidentielle avait vraiment mis le doigt sur quelque chose. C'est Netanyahou qui veut cette guerre avec l'Iran. C'est le renseignement militaire israélien et l'armée américaine agit comme leur mandataire dans ce cas. Je m'attends donc à une guerre. Je ne serais pas surpris si ces négociations échouaient. Une guerre avec l'Iran serait potentiellement dévastatrice pour la région et pour l'économie mondiale. Il n'y a absolument aucune raison à cela, du point de vue américain. Je veux dire, du point de vue d'un Américain réaliste. From the point of view of a realist American point of view.